Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce tout nouveau format. Un récap de cette semaine de LCK et une séquence jour par jour pour essayer de débriefer un petit peu plus attentivement ce qui s'est passé dans la meilleure ligue du monde. Ce sera un format hebdomadaire qui tiendra à tout le spring et plus si affinité. Et sans plus de cérémonie, on passe directement au Day 1. Première confrontation, Day1 Life a eu l'occasion de faire taire les Colibets au cours de cette première journée, étant donné qu'ils affrontaient les bros au vu de leur performance lors de la LCK Cup. Et première game, il faut le dire, on a eu une partition assez maîtrisée du côté des Day1 Life eSport qui avait une composition qui s'articulait autour de Ryze, Panthéon, deux champions sur lesquels ils ont été particulièrement efficaces. On aurait eu le droit du côté des bros à des réponses un petit peu situationnelles, dont une Cassio mid, on n'avait pas forcément la possibilité d'aller chercher la mobilité sur la carte comme le faisaient justement les Hanois. Bon, l'essentiel de cette game c'est jouer sur la mobilité du Ryze et du Panthéon. Canavi en particulier, qui aura même eu l'opportunité d'éviter que je ne le surnomme Canavier, il y a un surnom qu'il a bien mérité au cours du Winter. Et du coup, il était là avec son Panthéon, il a permis de déclencher au niveau du mid, avec ses météores, il était actif également sur les sides, et ensuite passer à un early game où on a globalement dominé son sujet du côté des Day1 Life. L'entrée dans le mid game a été aussi impressionnante. Les portails transdimensionnels du Ryze pour aller chercher des catch, pour aller chercher des waves, pour aller chercher des pick-up, pour aller chercher juste des mouvements macro, franchement, c'était bien joué. Les bros se sont fait complètement balader. 1-0 mérité. En game numéro 2, on a eu le droit à un petit peu plus de suspense avec une draft orientée autour de Melpike pour répondre à un H Seraphine qui est omniprésent actuellement. Et franchement, bon point du côté des bros d'avoir essayé d'aller chercher une réponse parce que H Seraphine mérite qu'on leur casse un petit peu les genoux, c'est trop fort actuellement. Franchement, en début de partie, ils ont tenté des choses. Ils ont récupéré quelques petits kills, ils ont réussi à un petit peu snowball et on pouvait s'attendre à des choses intéressantes de leur part. Le seul problème, c'est qu'ils se sont vite fait rattraper par le skill check. Un skill check qui est d'abord passé par une mid lane plutôt efficace, Zeka qui avait récupéré un pic de Ziggs à la mid lane. Une bonne réponse, dans Azir on le sait c'est un champion qui a tendance à souffrir dans le poke et dans la range et pour le coup le mid laner champion du monde 2022 a réussi à tenir son rang. On a eu un snowball assez clair, passé les premiers kills en early game, on a réussi à rattraper un petit peu tout ça du côté des différents joueurs HLE, on a éclaté le snowball via le bot side et la mid lane assez facilement. Si on s'était pas fait peur à cause du pic de main qui est complètement crack broken, ça aurait été beaucoup plus simple. Cependant, on a eu juste l'occasion de resserrer un petit peu les boulons et on a pu récupérer le Nexus sans plus de suspense. Et quand je vous parlais de surprise, eh bien le deuxième BO aura été le remake de la finale des Worlds, de la très grande, la très glorieuse Telecom War, KT contre T1. Et quand on a vu un petit peu justement l'état de forme des T1 lors du Winter et l'état de forme des KT Rollster, tout laissait présager sur le fait que KT allait se faire étrier. En première partie, j'ai pas les mots la team, parce que vous connaissez mon allégeance, mais on s'est fait déjà dès la draft, on pouvait se poser quelques questions parce que je pense que Keria, bien inspiré par On et du Furten, voulait absolument pick Anivia, sauf qu'on a pick Anivia dans une compo qui avait quand même beaucoup de range et du coup elle servait pas à grand chose. H Seraphine, ça se fait pas bloquer par un mur, ils s'en foutent. Et même au niveau de l'exécution, au cours de la game, rien n'allait. Honor se fait catch en permanence, au niveau de la botlane on se fait écraser, topside j'en parle même pas, Perfect a complètement drill Doran, mais on peut remercier quand même le top laner des T1 d'avoir récupéré une tourelle en fin de partie parce qu'on était à ça de la perfect game. Et en game numéro 2, on a eu le droit à un tout petit peu plus de répondants du côté des T1, mais le problème c'est que dès la draft, on avait des situations qui étaient très difficiles à négocier. Au niveau de la top lane, Perfect récupère une Vayne dans un cas santé et il a globalement écrasé la lane. La Viper's Peak du côté de Honor finit en 0-9. Et au niveau du bot, il faut le dire, FaZe s'est fait mettre en slip par aiming et Dieu sait que je ne porte pas ce joueur dans mon cœur. Je parle de aiming pour être sûr. Heureusement que malgré son 0-9, Honor avec sa Vi a été pixel sur les smites. C'est ce qui a permis à T1 de tenir dans la partie en réalité parce que globalement en termes de macro on se faisait avoir, sur les skirmishes on était en dessous et en fait il y a quand même des gros fights où FaZe a été complètement au frais sur son positionnement. Enfin il y a un move au niveau de la mid lane où il est littéralement tout seul en train de face tank 3 joueurs adverses. Mais que fait-il là le frère? Bref, 2-0 et de quoi donner du grain à moudre à Noah. Et on entre dans le Day 2 avec des Damwon qui ont affronté les Nongshim Red Force. Moi j'ai été le premier à un petit peu flame les Nongshim parce que c'est un roster qui sur le papier a du potentiel, mais franchement au Winter c'était un peu la cata. Cependant, ils m'ont fait me taire et ils sont arrivés en force. En première partie, on a une composition qui était assez agressive du côté de Nongshim Red Force justement. Orienté autour de Vi, le blanc, Anivia, on a littéralement explosé l'early game où on a plutôt voulu jouer le scaling du côté de Damwon, Azir, Sivir. C'est d'abord Lens qui a mené la charge avec sa Anivia, vraiment dans tous les bons coups, à grands coups de Q-spell, à grands coups de mur. Et pourtant, justement, j'en parlais juste avant, Anivia c'est un champion qui d'habitude est fort dans des compositions qui ont tendance à avoir peu de range. Alors Sivir a peu de range, mais Azir en a pas mal. Mais là, franchement, on se poserait presque la question de si Anivia mériterait un nerf. C'est vraiment une folie. Et cette game, elle aurait pu être largement terminée en 20-25 minutes. Cependant, très généreusement,
donc Team Red Force a décidé de s'en troll quelques petites. On s'est fait catch un petit peu au niveau du Drake, on se fait catch un petit peu au niveau du mid, on se fait catch un petit peu au niveau du top, bref, tout le monde y passe, on donne énormément de shutdown, et on se rappelle, hein, on avait Azir Sivir en face, donc le scaling, ils connaissent. Des Nongshim naïfs, mais pas au point de lâcher le Nexus, et on arrive quand même à récupérer la victoire, mais bon, ça sert à rien de se faire peur comme ça. En game numéro 2, cependant, beaucoup moins de choses à analyser. On a été un véritable rouleau compresseur du côté des nouilles de Force Rouge. 21 kills à 4. Scout s'est rappelé que c'était un grand joueur, il a flex des mécaniques avec sa Orianna, Lens également, qui a flex des mécaniques avec son Nautilus, et pourtant il n'y en a pas beaucoup, mais Flash Q c'était là, Flash Q R c'était là, on avait également du côté de Sponge tout ce qu'il fallait pour écraser ses adversaires, bref, les Damwon étaient à la rue. La game s'est terminée en 23 minutes. Dans le League of Legends moderne avec les plaques et tout, c'est quand même assez zinzin. Du côté du deuxième BO, on aura une confrontation qu'on attendait plutôt sur des équipes du bas de tableau et avec un niveau de jeu potentiellement un petit peu moins intéressant. Cependant, tout de même, on respectera les DNS et les KRX parce qu'il y a quand même eu des petites choses intéressantes par-ci par-là. En game numéro 1, on a une composition qui était orientée assez dive-in du côté des DN Soupers. Jarvan Yone mid-jungle, Leona en follow-up, de quoi justement créer du jeu, créer du rythme en début de partie. Là où à l'inverse, du côté des KRX, on a une composition qui était plutôt orientée en réception, avec Xin Zhao, avec Azir, une Yunara pour DPS. Et cette game, elle s'est jouée en 3 étapes. Une première partie où justement on a eu un early game plutôt bien snowball du côté des DNS, bien mené par un Jarvan. De fait, c'est vraiment le champion qui par défaut, en particulier du côté de la Corée où il le joue beaucoup, et a tendance à mettre du rythme dans les 10-15 premières minutes de la partie. Un mid-game abyssal, catastrophique. Les DN Soupers ne sont plus à temps au niveau des objectifs, on se fait catch, on est trop loin sur les sides, on prend des skirmishes un peu inutiles, bref, on est en train de donner la game, littéralement. Mais 3, on arrive à trouver le teamfight miraculeux. On a le Yone du côté de Closer qui arrive à trouver le teamfight sur la Yunara et à récupérer la victoire. Mais franchement, il faut resserrer la vis. Et en game numéro 2, on a eu une game qui a été vraiment menée par un joueur, Pyosik et Sanafiri. Il avait déjà fait une bonne game numéro 1 sur Jarvan, je l'ai évoqué juste avant, mais là sur Sanafiri, bon, bien accompagné également du côté de son top side par un top laner agressif, un Sylas qui a été pick d'Angnar et qui justement était là pour jouer le skirmish, le high tempo, vraiment laisser vraiment tout le temps essayer de se battre et punir les adversaires sur des moments où justement il s'attendait plutôt à être en train de récupérer des waves, mais effectivement c'est bien Pyosik qui a tiré son épingle du jeu. À un moment il est déjà en 3, 4, 5, 0, il récupère un quadra kill et du coup il aboie sur ses adversaires, il n'y a pas grand chose à dire. Ça snowball rapidement, fin de game, 2-0, ciao, bonsoir. Dans cette journée numéro 3, une question s'est posée. Est-ce qu'on doit déjà donner le titre de la LCK à Katie Rolster? Parce que le premier BO aura vu s'affronter les vice-champions du monde en titre, Katie Rolster, face à l'équipe qui n'arrive jamais à arriver en finale, les Genji. Le seul problème, c'est qu'on est de retour à la maison. Et normalement, à la maison, le papa c'est Genji. Ils sont pas censés perdre des BO, en tout cas pas comme ça, sauf face à une équipe, face à Katie Rolster, toujours là pour leur mettre des bâtons dans les roues. Et on a eu une première game très orientée poke du côté des Katie Rolster justement. Zoé, Ezreal, Karma, beaucoup de choses pour essayer de snowball à longue distance. On a réussi à trouver une réponse à H Seraphine, une réponse maison, avec quelque chose d'encore plus cancérigène en réalité. Ezreal Karma, c'est pas du beau jeu, mais autant dire que c'est efficace face à H Seraphine. Et justement, c'est via snowball bot side qu'on a réussi ensuite à éclater un petit peu l'avantage de la botlane sur la carte. Et franchement, cette game, elle a été assez bien maîtrisée par Katie en réalité. Cependant, le mid-game est un petit peu stagnant. On n'arrive pas à accélérer assez vite et le scaling en face du côté de Genji arrive à grands pas. Un teamfight se passe mal, on commence à lancer le baron Nashor, Genji est à ça de gagner. Et un homme n'a pas abandonné. Et tel Aragorn qui charge le Mordor avec ses derniers hommes en vie pour essayer de donner la place à Frodon pour libérer l'anneau, c'est la Zoé de BDD qui mène la charge vers la forteresse des Genji et vient récupérer un Smite Steal sur le Nashor face à Canyon. Smite Steal, teamfight gagnant, victoire 1-0. En game 2 par contre, Genji était énervé. On va pas forcément épiloguer là-dessus parce que vraiment ça a été un hard stomp, mesdames et messieurs. Les Genji n'ont laissé rien, pas une miette à des Katie qui ont été à la rue. Perfect se fait défoncer par le Varus top de Kin qui se permet même le loisir d'aller chercher un solo kill ultra stylé face à BDD. Le Bard de Effort est littéralement en rundown pur et dur. Je pense que j'ai le même Bard et c'est pas un compliment. Bref, on passe en game 3. Et cette dernière game, que dire? Le mid jungle encore très actif du côté des Katie Rolster avec un Jarvan Akali. En face, on a Wukong Annie, très orienté teamfighting, mais moins early
game avec le Wukong, et franchement le personnage principal de cette partie encore une fois aura été Bizzy. On pourra noter quand même la vilaine Elise de Duro qui finit genre sur un KDA éclaté, je crois, en 0,9, un truc comme ça. Cuz met Bizzy dans un fauteuil, il le spam gank Chovy qui n'arrive pas du tout à s'exprimer avec sa Annie, et justement c'est le chaos créé par les Katie Rolster qui met les Genji en difficulté. Ces derniers justement sont habitués à avoir un style un peu win lane, win game, où ensuite via le snowball de early game on arrive à écraser la partie, même si c'est un petit peu mieux cette année sur la gestion de la macro pure depuis l'arrivée de coach Ryu. Cette fois-ci les Katie ont vraiment bousculé jusqu'au bout les Genji, et c'est ce qui leur a permis finalement de décrocher la victoire sans s'être mis trop en danger non plus. Cependant voilà, on a eu des petites montagnes russes dans les golds. Mais Genji se fait outplay, se fait un petit peu out tempo, et on peut récupérer donc ce Nexus et un 2-1 pour les Katie Rolster qui battent les T1 et les Genji dans la même semaine. Le deuxième BO de cette journée aura vu la confrontation entre les Firex et les Bros. Les finalistes malheureux de la LCK Cup étaient encore en gueule de bois first 10 de toute évidence, parce que la performance qu'ils ont pondue face aux Bros, ouf. Première game, on a eu une grosse composition autour de la range du poke, encore une fois, hein, du côté des Bros, avec un Ezreal, un Jace, et on a également eu un Gideon qui a été très performant. Et franchement, les Bros ont mis beaucoup de rythme, ils étaient un petit peu sur tous les bons coups, sur tous les fronts. On a réussi à prendre les objectifs, on a pris les 4 dragons très rapidement, on a réussi à snowball via le bot side avec un Ezreal qui était sur la stratosphère, le Jace était vraiment pas mal non plus. Je reviendrai sur la performance de Gideon juste après, parce que c'était encore plus choquant en game numéro 2, mais il était dans la tête de Raptor. Cependant, il y a 1 minute 30 où les Bros, ils ont blackout en fait. Genre littéralement, ils ont décidé d'abandonner le dragon ancestral. Ils sont pas à temps, ils ont un reset, il y a une wave qui est push top, il n'y a pas la vision qui est dans la jungle bot, donc forcément le dragon ancestral il a été récupéré en face, hein, on se fait plaisir. Enfin, faut se dire que cette game a failli être perdue alors qu'il y avait 3 joueurs qui n'avaient toujours pas mort. Heureusement, on arrive à temporiser le dragon ancestral, les différents powerplay autour de Baron Nashor qui ont été récupérés en face, pour ensuite soi-même récupérer ses 10 objectifs et aller chercher la victoire. Mais ça sert à rien de se faire du mal comme ça, hein. Et oh, le cardio, faut le travailler, hein. En game numéro 2, ça aurait été beaucoup plus tranquille du côté des Bros justement, et encore une fois, il faut faciliter le travail du côté de Gideon. On a eu un angle d'attaque du côté des Bros autour de Annie Xin Zhao pour essayer de mettre un petit peu du rythme. On a eu Caitlyn en machine à DPS pour Teddy qui a été vraiment l'homme en forme au cours de ce BO, hein. Et de l'autre côté, eh bien, on a eu du côté des Bros, on a eu un combo Annie Xin Zhao qui a essayé de mettre du rythme, on avait un Teddy qui était en machine à DPS, et globalement, le snowball s'est fait un petit peu comme ça. Gideon était vraiment très juste sur les passings, les timings, les agressions, il a réussi à tirer profit de ses lanes gagnantes bien sûr, mais derrière il a réussi à complètement télécharger Raptor, ce qui a globalement lancé assez facilement la game des Bros qui ont récupéré le deuxième Nexus sans plus de pression. On rentrait dans cette 4e journée avec beaucoup de questions du côté des fans T1 et des fans d'Amon au vu de la performance un petit peu plus tôt dans la semaine. Et autant dire que les fans T1, ils ont été vite rassurés. Ils affrontaient les HLE, et Zeus et Guma se sont très vite rappelés qui étaient les papas. Une composition avec beaucoup de range du côté des T1, et on avait également du côté du Genius Monster, une Nico qui a été pixel perfect. Au cours de cette game, on a eu une phase de lane qui était peut-être un petit peu difficile, en particulier au mid où Zeka avec sa aura a réussi à mettre un faker à littéralement 1 HP, mais on sait, c'est contrôlé du côté du GOAT, hein, tout est calculé. Et du coup, le rôle du Xin Zhao de Honor a été justement d'être un petit peu le pompier en early game pour tenir le coup, et puis derrière justement de créer les all-in. On le sait que Xin Zhao avec le ciel éventré, ça permet de tenir les escarmouches hyper longtemps, et c'est justement grâce à ce genre de play qu'il a réussi à prendre le lead pour ses coéquipiers. Xin Zhao bien évidemment offre des espaces à ses carries, mais également du côté de la Nico de Keria dont j'ai parlé tout à l'heure, où il était XXL. Que ce soit à l'engage, sur la macro ou même sur la possibilité de gérer les adversaires, en particulier sur ce move mid où les HLE, on pouvait les comprendre, ils s'essayaient de récupérer une T2 au mid alors que les T1 étaient en train de récupérer le dragon, mais non, Nico qui est en mode videur de boîte de nuit qui vient dire au HLE tout, ça se passe pas comme ça, derrière on arrive à récupérer le teamfight et ainsi que le premier Nexus. Et tandis qu'en game numéro 2, et bien finalement on avait eu un Honor qui encore une fois a enfiné le bleu de travail mesdames et messieurs, parce qu'on a eu un pick Lee Sin récupéré très tôt. En face on avait quand même Talia et Lulu pour essayer de le déranger, et même comme ça il nous a pondu une masterclass. Une game en 3 étapes, avec une première où c'est un Kanavi qui met du rythme avec son Jarvan. On y revient, un Jarvan et l'early game ça commence à être un schéma que vous connaissez bien. Et d'ailleurs il récupère très tôt 2000 gold d'avance en faveur des Hanwha Life Esport, et on commence à avoir un petit peu les chocottes du côté des T1 parce que en face il y a du scaling de très lourd. Cependant, passé ces premières minutes de partie un petit peu compliquées, c'est donc le Lee Sin de Honor qui a lâché les chevaux. Il aura été littéralement
sur tous les fronts. Il gank au mid, il gank au top, il gank au bot, il récupère je crois 4-5 kills très tôt dans la partie. Et justement les T1, ils arrivent à complètement faire le shift de gold. Il y avait 2000 gold d'avance, ils repassent à 3-4 000 gold de plus. Et on s'attendait à un snowball autour du Nashor parce que c'est la seule chose qui leur manquait, sauf que leur Nashor il n'était pas terrible. Finalement ils le récupèrent et je pense que ça leur a un peu monté au cerveau parce que globalement ils se disent ah c'est bon, on a tout gagné. Et ils font un teamfight éclaté au sol au mid. Et là on se dit bah c'est GG pour HLE en fait. T'as quand même une Vayne, t'as une Yunara qui sont toutes les deux boostées par une Lulu. Mais heureusement Zeka, la main sur le cœur, merci mon frère, décide dans un teamfight d'avancer à côté du bush mid sans vision. Alors qu'il y a une Annie avec stun et T-burst en face, et je vous fais pas un schéma, il a été désintégré. Ça déroule le teamfight, merci à toi Zeka, et on récupère donc un 2-0. Et le deuxième BO aura donc vu s'affronter les Damwon face au KRX, des Damwon qui étaient aussi en recherche de confiance après la petite fessée qu'ils se sont vus infliger par les Nongshim en début de semaine. Et autant la première game ça allait, autant la deuxième, on a failli avoir très chaud. Du côté de la draft, on a eu un échange de pick OP, Orianna contre Ryze, on a eu la Karma de carrière qui a été récupérée, qui a été un artisan majeur de la performance des Damwon, mais bon on le sait, Karma c'est pas un personnage hyper shiny. Au niveau du bot, on applique un plan de jeu Karma très classique, on snowball. Avec ce snowball, on va chercher le snowball via la mid lane et on fait déborder un petit peu cet avantage au gold sur la carte. Avec cet avantage au gold et ce snowball, on prend les teamfights, les skirmishes, les objectifs. Les Damwon explosent la première game et on se dit que la deuxième va être un petit peu sur les mêmes standards. Mais que nenni! Ah, les KRX ils peuvent nourrir des regrets franchement sur celle-là, ils étaient pas si loin de la gagner. Dans une draft, on a beaucoup essayé de jouer autour des champions qui étaient en transition mid-game du côté des Damwon, avec Renekton, Annie qui on le sait pop-off très fort à 1-2 items. De l'autre côté, on a des power picks très efficaces du côté des KRX, Cassante, Ambessa, ce genre de merde. Et alors que justement le début de partie commençait à sentir un petit peu le sapin pour les KRX, au vu du snowball qui avait été commencé du côté des Damwon, et bien c'est Wheeler qui a sonné la charge et la révolte. Bien aidé par un pick Ambessa toujours aussi stupide, et là cependant trouver les très bonnes cibles à des timings qui semblaient un peu perdus. Un fight au bot où il trouve un premier catch, un fight au niveau de la river mid, il trouve un nouveau catch, pareil au top. Bref, il était vraiment en train de redonner de l'espoir au KRX. Pareil pour Cassante, il s'est fait bosser tout leur early game, mais qu'importe, le champion peut tank, face tank 3 joueurs, pile ses coéquipiers, trouver une engage, trouver des escapes, trouver des solo kills. Cependant, c'est du côté de la bot lane qu'on a peut-être un petit peu trop souffert. Les Ifil qui débarquaient, bien évidemment, qui était en sub, et il a été pas mal abused par le bot side des Damwon, et ça a coûté un peu cher. La game tenait cependant assez bon, jusqu'à un moment où dans la partie, on a un Showmaker qui tire profit d'un petit trou de vision et fait parler son expérience. Il trouve un flank avec sa Annie alors qu'il s'était fait bosser quasiment toute la partie, il était quasiment useless, mais il trouve le bon play qui permet d'aller chercher le Nexus et un 2-0 pour les Damwon. On s'est fait peur tout de même sur cette deuxième game, KRX qui peut avoir le seum. Cinquième journée et une journée avec beaucoup de questions. On avait quand même des DN Soupers qui affrontaient les Nongshim, deux équipes qui étaient du coup sur une première victoire. Nongshim qui avait affronté les Damwon et du coup bah c'est un 2-0 entre guillemets un petit peu plus prestigieux que celui des Soupers qui du coup avait gagné face à KRX qu'on attend quand même dans le bas du classement. Bon et ce fameux BO il s'est soldé en 2-0 pour les Nongshim, attendu selon moi, mais la game 1 c'était un peu cata. Pour revenir rapidement sur les drafts, on avait quand même un first pick Azir qui a été répondu par une LeBlanc Panthéon très agressif du côté des DN Soupers. Top, on a un Dudu qui punit un blind pick Jace avec un Yorick, donc encore une fois un match-up gagnant. Par contre c'est au niveau du bot, on a une petite catastrophe, Jhin Bard qui ont mis quand même énormément de pression face à Caitlyn Nico. Bon et on revient sur cette early mid game où les DN Soupers, voilà, c'est largement dominé, particulièrement via le mid jungle. Là le blanc même du côté de Closer s'est payé le luxe d'aller chercher un solo kill face à Scout, qui a été globalement useless et qui m'a refait avoir un petit peu des cauchemars sur sa performance du Winter. Le gros problème par contre est arrivé du bot. Comme parlait un petit peu en draft, on avait quand même un Jhin Bard qui met énormément de pression sur une Caitlyn qui n'a quasiment pas pu DPS. Elle était à 12k damage à la fin de la partie quand même. Mais pire que ça, parce qu'en réalité le reste de son équipe pouvait faire le travail. On a même récupéré la soul infernale du côté des DNS. Cependant, sur un catch sous sat et de mid, il prend toutes les mauvaises décisions. Ne flash pas le Z de Jhin, décide de flash le destin tempéré. Il se prend les balles de l'ultimate de Jhin. Mais pire que ça, parce que, ok, individuellement, Dogdam était gaze, mais juste à côté là, Peter, tu crois qu'on t'a pas vu? Il est là avec sa Nico. Il a son flash. Il peut se mettre devant son carry AD pour qu'il ne meure pas. Il le regarde et le laisse tomber. C'est littéralement Scar dans le Roi Lion. Il le balance. Et c'est sur ce catch finalement que les Nongshim récupèrent la victoire, parce que du coup, ils prennent la tête de mid, ils récupèrent, je crois, juste après un baron Nashor, et derrière, ils arrivent à aller vers le Nexus. Donc, normalement, ils auraient pas dû perdre cette game, les DNS. Mais c'est juste que Dogdam a trollé et Peter l'a laissé faire. Faut se rattraper. Après, on pourra quand même évoquer le fait que cette game numéro 1 aurait été vraiment couronnée d'erreurs d'un côté comme de l'autre. On se serait cru dans une SEQ Emerald. Bref, c'était pas joli, mais on a quand même récupéré la victoire du côté des Nongshim et on rentre dans cette
game numéro 2 avec un petit peu plus d'ambition. Et quand je parle d'ambition, je rigole zéro. On a récupéré un Lee Sin du côté du jungler des Nongshim qui est là en plus pour jouer face à une Cassio et un Nautilus. C'est vraiment pas facile. Les miasmes de la Cassio sont censés complètement bloquer un Lee Sin normalement ou à minima, rendre sa game très compliquée. Cependant, Sponge a complètement martyrisé ses adversaires. Gank top, gank mid, gank bot, il n'hésite pas un seul instant. Mais bien évidemment, ça serait ne pas rendre justice à Lehens qui lui aussi a été un très gros moteur du snowball des Nongshim Red Force avec sa Anivia. Un champion qui commence vraiment à être un petit peu trop fort. Mais quand même, victoire in fine du côté des Nongshim qui ont assez largement snowball cette partie, 2-0 et du coup 2 BO gagnés sur cette semaine. Franchement, c'est pas mal du tout. Et le deuxième BO de la journée aura vu s'affronter les Gen.G et les Firex, deux équipes qui se sont fait un petit peu challenge en début de semaine. Le seul problème, c'est qu'on n'est pas tombé face aux mêmes adversaires. Les Gen.G, ils sont tombés face au Katie Rolster. Alors, on pourrait me dire qu'effectivement, Katie, c'est pas non plus des foudres de guerre. Cependant, c'est un collectif qui peut fonctionner, qui a quand même quelques bases. Voilà, globalement, finaliste des Worlds, on aura changé qu'un petit peu la botlane. L'autre côté, les Firex, ils ont perdu face aux Bros. Pas les mêmes standards. Et du coup, ça n'augurait pas forcément que du meilleur du côté des Firex. Surtout que les Renards, ils étaient sur une série de lose de 19 d'affilée face à Gen.G. Et malheureusement, ils n'ont pas réussi à la briser cette série. Au cours de la première game, alors j'aimerais vous l'analyser un petit peu plus attentivement, stylé, machin, etc. Mais il faut quand même parler de l'église au milieu du village, du nez au milieu de la figure. Franchement, Diable a été nul à chier sur sa scène. Nul. On peut essayer de justifier le pic à la draft si vous voulez. Bon, on sait que la Shroud de Senna permet d'éviter les stuns du Panthéon. Ok, il y a une Anivia dans un Rise, parce qu'on a décidé de Rise First Pick, et du coup, on n'a pas appris ses leçons du côté de Vikla. Anivia, ça counter. Et Chovy, il la counter. Mais du coup, tu te dis avec Senna, ouais, j'ai la range au bout d'un moment avec les stacks et tout. Elle peut pas me taper, elle peut pas me space. Ah, mais ça, c'est à condition d'avoir des stacks en fait. Non, parce que du côté de Diable, on était à 23 stacks à 20 minutes. Même moi, je sais faire mieux, frère. Même moi, dans mes solo queue Emerald, j'arrive à les tenir. Il a une victoire sur 6 games en carrière sur le champion. Lâche ça, petit. Faut arrêter. Fin du buzz. Et finalement, tout s'est soldé là-dessus. On va pas forcément rentrer dans des grandes analyses. Je le disais, le match-up top, il a été difficile. Le match-up mid, il a été difficile. Le match-up bot a été catastrophique. On est arrivé quand même à un point où le dernier teamfight de la partie, Diable est littéralement ignoré par tous les Gen.G. Il met 18 auto-attaques avec sa Senna. Il met, je crois, 1 ou 2 Q-spell, un ultimate. Il tue personne. Il est tué quasiment l'an dernier. Enfin, tout le monde s'en foutait de lui. Bref, on oublie. On rentre dans la game numéro 2 qui aurait été un tout petit peu plus accroché. Du côté des drafts, on a quand même eu un petit twist intéressant. On avait un Rumble First Pick du côté des Gen.G, mais qui a été répondu par une Séraphine d'abord et le jungler. Et ensuite, on a attendu que la botlane soit validée en face pour aller chercher le carry AD. Et du coup, justement, on s'est pas fait avoir par le piège, dans le sens où on avait Ashe qui était disponible, certes, mais en face, on avait Caitlyn Bard qui a été récupérée. Et du coup, tu peux pas forcément, t'aimes pas pick Ashe parce que du coup, tu te fais quand même zoner un peu à l'image de la Caitlyn de Deudam dont j'ai un petit peu évoqué les difficultés tout à l'heure. Et du coup, pour éviter de se faire zoner, il est parti sur un Ezreal. Et bon, on va le dire, cette Mel last pick du côté de Vikla, c'est juste parce qu'on sait que voilà, on lui donne le champion, il va pas in face à Chovy, en tout cas s'il te plaît, ne in pas face à Chovy. Et bon, de fait, il s'en est pas trop mal sorti, mais bon, c'est aussi le champion quoi. Cette game numéro 2 aurait été une game assez de contrôle en réalité. On avait un petit contrôle d'objectif du côté des Firex, mais dès lors qu'on prenait un objectif, on se faisait accrocher quelques kills du côté des Gen.G qui eux avaient le contrôle en gold, et ils rentraient un peu dans leur schéma assez tranquille. On a de l'argent, on sait qu'on peut snowball autour de ça, on fait bleed des waves sur les sides, enfin bref, la spéciale d'Engie en fait. On pourrait presque les considérer comme attentistes, mais de l'autre côté, c'est un plan de jeu qui fonctionne à la perfection de leur côté, ils prennent les erreurs des adversaires, et in fine, passé la 25-26e minute de jeu, ils prennent la shore et il n'y a plus de suspense, ils récupèrent la victoire. 2-0 assez net du côté des Gen.G, et finalement du côté des Firex, on démarre ce début de LCK d'une manière assez triste. Ce qui nous donne finalement un classement où les Nongshim et les Katie Rolster sont en tête, qui l'eût cru, et tout en bas, on ferme la porte du côté des KRX et des Firex. Cette semaine, des très beaux affrontements nous attendent. Dès mercredi, on aura le droit à une entrée exceptionnelle avec un petit Damwon HLE, et les Gen.G affronteront les T1 pour la première fois de l'année au cours d'un BO3 qui s'annonce très prometteur. Dès le lendemain, on aura le droit à la confrontation entre les deux seeds numéro 1 actuels, Nongshim et Katie, et samedi, on aura le droit également à un petit Damwon face à Gen.G, histoire de bien profiter du week-end. C'est tout pour moi, j'espère que le contenu vous a plu, on va essayer de faire ça toutes les semaines. Vous pouvez retrouver tous mes autres formats courts sur mes différents réseaux et bien évidemment sur Twitter pour discuter un petit peu de tout et rien. Moi c'est Fingin et du coup je vous dis tchuss.